Bienvenue sur Digital Congo Télévision et Radio pour ce nouveau numéro d'entretien, le rendez-vous du débat sur la chaîne numérique. Pour ce nouveau numéro, nous allons débattre avec notre invité autour d'une question aussi importante. Nous allons parler de la criminalité phonique. Vous savez, la République démocratique du Congo fait face sérieusement au trafic illicite des espèces sauvages protégées, ce qui d'ailleurs favorise malheureusement l'extinction de certaines espèces protégées au pays. Et pour en parler, nous recevons pour vous Alain I. Kala Ngunda. Il est analyste et chercheur en gouvernance et ressources naturelles, à qui j'ai dit bienvenue sur Digital Congo Télévision. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors c'est un honneur pour nous en tout cas de vous avoir dans le cadre de cette émission pour parler d'une question aussi importante qui concerne la protection de la biodiversité. Mais d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on doit d'abord comprendre par la criminalité phonique? En fait, quand on parle de criminalité, vous voyez, il y a le mot crime. En fait, la criminalité phonique, si je dois être simple, en fait, la criminalité phonique serait le prélèvement, l'abattage, la détention, la commercialisation, l'importation des produits de la faune en contravention des lois nationales et internationales. Et donc, c'est en fait une contravention par rapport aux lois. Mais encore, les lois, faut-il les connaître? Alors, est-ce que c'est une réalité en RDC, la criminalité phonique? Oui, c'est une réalité parce que quand on parle de criminalité phonique, je vous ai parlé de chasse, de détention, mais il y a des règles par rapport à ça. La première des choses, avant même qu'on parle d'exportation, de réexportation, de commercialisation de produits de faune illicite, il y a d'abord une première activité, c'est avoir l'animal, ça signifie le chasser. La chasse en RDC n'est pas interdite en soi, mais elle doit être faite de manière encadrée. Et il y a une loi pour ça. On a une loi sur la chasse, on a une loi sur la conservation qui encadre cette activité. Mais malheureusement, à la fois vis-à-vis des populations, il n'y a pas vraiment, et même des agents de l'application de la loi, il n'y a pas vraiment une connaissance de ces lois. Parce que pour chasser, il faut savoir quand est-ce que je peux chasser, qu'est-ce que je peux chasser, avec quel permis j'ai le droit de chasser, avec même quel matériel j'ai le droit de chasser. Et toutes ces informations ne sont pas connues, même des autorités qui sont censées faire respecter et faire appliquer la loi, et encore moins les populations. Donc, mais pourquoi ce manque des connaissances de la loi concernant notamment la réglementation de la chasse en RDC? Oui, je commencerai par étapes. Je commencerai d'abord par... pour chasser, il faut une autorisation en RDC. On ne peut pas chasser en RDC sans autorisation. C'est le minimum. Mais on a une loi de la chasse de 1982. On a une mesure d'application de 2014 et qui prévoit des permis de chasse. Par exemple, comme les populations congolaises vivent plus dans le milieu rural, il leur faut un permis rural de chasse, un permis collectif de chasse, quelque chose comme ça. Mais le modèle de permis n'existe pas encore. C'est paradoxal quand même, parce qu'il y a une loi qui encadre... Oui, il y a une loi, il y a même une mesure d'application, mais le modèle de permis n'existe pas. Comme le modèle de permis n'existe pas, même ceux qui veulent chasser de manière légale ne peuvent pas le faire. Même si vous, aujourd'hui, vous voudrez chasser de manière légale, le permis qu'on devrait vous donner, le modèle n'est pas encore pris. Donc il y a un travail sur le plan institutionnel à faire. Et aussi, par rapport à la période, la loi parle de période de chasse, qui ne doit pas dépasser 6 mois. La période de chasse, c'est par rapport aux catégories d'animal et par rapport à leur reproduction. Parce que vous ne pouvez pas chasser un animal durant toute l'année, parce qu'il y a une période où l'animal doit se reproduire. Donc il faut le laisser se reposer. Si vous le faites toute l'année, l'animal finit par disparaître. Il y aura une extinction. Mais le problème, c'est que les périodes de chasse doivent être pris par les gouverneurs. Donc ce sont des calendriers de chasse par rapport à chaque espèce. Mais les gouverneurs ne prennent pas ces actes-là réglementaires. Donc il n'y a pas de période de chasse et les gens chassent quand ils veulent. Mais est-ce que c'est facile de prendre une telle mesure quand on sait par exemple dans certains coins du pays, les gens vivent essentiellement de la chasse? Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui vit exclusivement de la chasse de ne pas chasser pendant 6 mois, et pendant 7 ans, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est pour ça que... Comment il fait pour survivre? C'est pour ça que des projets comme le nôtre, donc l'activité au soutien en forêt... J'informe aux téléspectateurs que vous êtes partenaire. Vous travaillez donc en partenariat avec l'USAID qui a mis en place le projet Carpe, qui justement
investi dans le secteur de la lutte contre la criminalité phonique. Oui, justement, parce que on fait un soutien au gouvernement pour qu'on puisse notamment avoir ces périodes de chasse-là. Mais ces périodes de chasse-là impliquent aussi en fait, une étude pour savoir par rapport à chaque espèce, à quel est le moment de production. Et si même on met en place les périodes de chasse, comme vous avez posé la question, la période où les personnes ne chassent pas, elle est très courte. De quoi vont-ils vivre durant ces 6 mois? Ils ne peuvent pas chasser. C'est là que des projets comme le nôtre interviennent avec les communautés locales eux-mêmes qui, eux, nous proposent justement des alternatives à la chasse, notamment la pisciculture, l'élevage. Et ce sont ce type de projets que des activités comme le nôtre, donc l'activité au soutien aux forêts, à la biodiversité de l'USAID, permet justement de financer. Et nous avons lancé un appel à proposition d'ailleurs depuis septembre de l'année passée. Nous avons reçu environ 200 propositions de ce type. C'est le premier projet de ce genre. Oui, c'est le premier projet de ce genre. Donc, avec l'USAID, on est arrivé en fait à une nouvelle approche. Parce qu'au lieu de concevoir des projets pour lutter contre la criminalité phonique dans les beaux bureaux à Kinshasa ou à Washington, en fait, on s'est dit, bon, oui, on a les moyens sont là. Le gouvernement américain a mis des moyens pour lutter contre la criminalité phonique et soutenir le gouvernement congolais. Mais si des projets doivent être mis en place, ça doit devenir des Congolais eux-mêmes. Donc, le projet consiste notamment à ce que on lance des appels à propositions et que ce soit les entreprises congolaises, les communautés locales, les ONG qui nous proposent des projets pour lutter contre la criminalité phonique, notamment justement des alternatives durant les périodes où les personnes n'ont pas accès à une chasse légale. Pendant que nous poursuivons l'émission, j'aimerais quand même que vous puissiez essayer d'éclairer la lanterne du commun des mortels. C'est quoi l'espèce plutôt sauvage protégée? Bon, il y a deux types d'espèces protégées. Il y a des espèces intégralement protégées et il y a des espèces partiellement protégées. Les espèces intégralement protégées sont des espèces qui sont carrément en voie d'extinction. Là, on parle de l'okapi, le cas de la RDC, du bonobo, des éléphants de forêt, et on a des espèces partiellement protégées. Ça signifie que vous avez le droit de les chasser ou de les commercialiser, mais sous autorisation. Donc c'est un peu ça la différence. Mais aujourd'hui, voilà, il y a 72 espèces intégralement protégées en RDC et 234 espèces partiellement protégées, mais qui ne sont malheureusement pas très connues du grand public. Et c'est là tout le problème parce que même les agents de l'application de la loi, par exemple, la police, la DGDA, RVA, sont censés avoir connaissance de toutes ces espèces-là parce que si, par exemple, un agent de la RVA ou de la DGDA est en face d'une viande d'éléphant qui doit être exportée quelque part, normalement, il doit avoir connaissance, pouvoir identifier cette viande, en avoir connaissance et arrêter la personne parce que là, c'est une infraction à la loi sur la conservation. Oui, mais en RDC, c'est pratiquement depuis 2013. J'ai jeté un coup d'œil dans un document des lycéens qu'on a pris finalement la mesure de protéger certaines espèces en République démocratique du Congo. Mais depuis tous ces temps, est-ce qu'il y a eu d'autres recherches qui permettent à ce que plusieurs autres espèces soient également protégées, soient prises en compte dans cette liste? Actuellement, il y a un travail qui a été fait pour actualiser la liste des espèces protégées. Et il y a un travail d'ailleurs multi-acteurs qui a été fait. Et il y a un projet de décret qui est, je pense, actuellement au bureau de la vice-premier ministre depuis quelque temps. Donc, ça sera quelque chose qui va s'actualiser. Donc, on a mis en place un système qui va permettre que ça s'actualise au fur et à mesure des recherches. Si par exemple une espèce, on arrive au point où on constate que c'est en voie d'extinction, ben ça va rentrer automatiquement. Donc il y a déjà un travail qui est fait là-dessus. Mais il faut beaucoup travailler sur la connaissance même de ces espèces par rapport à la population et aux agents de l'application de la loi. Parce que c'est là que les trafiquants profitent un peu du manque de connaissances, notamment de la police, de l'armée, de la DGDA et tout ça. Parlez-nous un peu de cette loi qui réglemente le domaine de la chasse et du braconnage en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il des sanctions? Oui, il y a des sanctions, et des sanctions extrêmement même sévères. Et ça, j'aimerais bien en parler justement à vos téléspectateurs, parce que, par exemple, si
dans votre voiture, on vous arrête avec des écailles de pangolin. Le pangolin, c'est une espèce intégralement protégée en RDC. Ben, la sanction, c'est 5 ans d'emprisonnement maximum, non, 10 ans d'emprisonnement maximum et maximum 100 millions de francs congolais d'amende. Donc, ça coûte très cher. Même le fait de détenir comment dire, ce type de produit chez vous constitue une infraction. Donc, il faut faire très, très attention parce que les sanctions sont extrêmement sévères. Alain Ikala, vous faites allusion à une loi qui date des années 70, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui elle reste méconnue? Bon, la loi sur la conservation, il y a 2 lois. La loi sur la conservation date de 2014. Oui. Il y a les mesures d'application qui doivent être prises, qui ne sont pas prises. Mais la loi sur la chasse date de 1982. Et c'est vrai que comment on peut avoir une loi qui date de 1982, qui liste des types de permis de chasse, mais nous sommes en 2022, mais les modèles de permis de chasse n'existent toujours pas. Ans après, donc nous sommes en train aussi de faire le plaidoyer pour que justement on puisse avoir justement ces permis de chasse-là, pour qu'on puisse permettre aussi une chasse légale. Parce que si on veut combattre la criminalité faunique de manière globale, il faut que les gens qui veulent faire les choses de manière légale puissent avoir les moyens de le faire. Sinon, ils risquent aussi de rentrer dans cette case de criminels fauniques et ça ne serait pas juste. Donc, il y a ce plaidoyer-là qui est en train d'être fait pour que la loi sur la chasse puisse être intégralement applicable. Mais à votre niveau, est-ce que vous allez également, parce que je rappelle que vous travaillez en partenariat avec l'USAID dans ce projet de la protection de la biodiversité, est-ce que vous allez également mettre un accent particulier, par exemple, sur la communication autour de ces différentes lois qui régissent ce secteur au-delà de la formation? Oui, la communication est cruciale parce que, comme je vous ai dit, il y a 72 espèces intégralement protégées, 234 espèces partiellement protégées. Quand vous dites partiellement protégées, c'est... Partiellement protégées, ça signifie que vous avez les droits de les détenir, de les chasser, mais sous autorisation. Tandis que les espèces intégralement protégées, vous n'avez même pas le droit. Donc, il n'y a pas d'autorisation pour ça. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de chasser un éléphant ou un okapi. À moins, la loi dit il faut une autorisation d'un décret du Premier ministre comment dire, approuvé par le Conseil des ministres. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de chasser aujourd'hui un okapi. Donc, comme on parlait de la sensibilisation, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'espèces et très peu connues du grand public. C'est pour ça que via cet appel à proposition, nous avons invité les ONG locales, les entreprises et même les chaînes de télévision qui ont justement l'infrastructure nécessaire pour faire ce travail de sensibilisation, de nous proposer justement des projets que nous allons éventuellement financer pour que les gens puissent ne serait-ce qu'avoir connaissance des espèces qui sont protégées. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus et je pense que d'ici septembre, les premiers financements seront accessibles aux entreprises, aux ONG, aux personnes qui nous ont proposé des projets en ce sens. Parlez-nous un peu du projet Carpe de l'USAID. Oui. En fait, le projet Carpe de l'USAID, le programme Carpe existe depuis 1995. C'est un programme global de l'USAID qui consiste à soutenir justement la lutte contre la criminalité faunique dans la protection de la biodiversité et une gestion durable des forêts. Mais dans ce programme, il existe plusieurs branches. Donc, nous, par exemple, l'activité au soutien aux forêts et à la biodiversité est l'une des branches et notre travail à nous consiste notamment à soutenir l'administration par rapport à ces thématiques-là sur la biodiversité, mais surtout, et ça c'est nouveau, c'est donner accès au financement nécessaire pour ceux qui travaillent notamment dans ce sens. Mais il y a d'autres acteurs toujours dans ce programme qui travaillent dans d'autres aspects, notamment le soutien aux aires protégées. On travaille beaucoup à la Garamba et aussi à Goma, au parc de Virunga, où on soutient justement le travail des éco-gardes en termes de formation, en termes d'équipement. Et actuellement, il y a des très bons résultats, notamment à la Garamba, où on a constaté vraiment une diminution drastique du braconnage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et une augmentation même de la faune qui existe sur place. Donc, c'est quelque chose de très encourageant. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi un aspect où on finance justement la surveillance. On a aidé le ministère à créer un mécanisme satellitaire pour surveiller la forêt congolaise en temps réel, parce qu'il y a des gens qui déboisent
des grandes parties de forêt, mais dans Kinshasa et le ministère de l'Environnement n'était pas nécessairement au courant. Mais avec ce système satellitaire, ben aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, vous ne pouvez pas couper aujourd'hui 200 hectares en RDC, peu importe là où vous êtes, sans que le ministère puisse être au courant parce qu'il y a un suivi satellitaire de la RDC par rapport à ces forêts. Et au-delà du projet, ou parlant de ce projet mis en place par l'USAID, est-ce que vous mettez en place des mécanismes qui permettent également de former certains acteurs qui entrent en ligne de compte? Je prends l'exemple des magistrats qui doivent régulièrement trancher sur des cas des trafics illicites. Oui, justement, avant de débuter le travail effectif de ce projet, on a fait ce qu'on appelle une mission de cadrage. On a fait un peu le tour de la RDC pour écouter les gens, pour savoir où se trouvaient les problématiques. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y a les agents de l'application de la loi, ça signifie la police, les agents qui se trouvent, les services aux frontières, les magistrats ne connaissent pas nécessairement la loi. On s'est rendu compte par exemple que quand on arrête des braconniers, mais le magistrat se concentre plus sur l'infraction de la détention illégale d'armes de guerre, tandis qu'il oublie qu'on a arrêté la personne avec des pointes d'ivoire et que ça aussi c'est une infraction. Donc il y a, à travers toujours cet appel à proposition, il y a des parties qui consistera à former les agents qui se trouvent aux frontières. Comme vous le savez, en RDC, il y a 4 services aux frontières. Donc, ce sont les 4 services que nous avons ciblés, qui est une formation, et aussi en amont avec la magistrature pour qu'ils puissent avoir des magistrats qui puissent avoir au moins connaissance de la loi sur la conservation et la loi sur la chasse. Et même, on est en train de travailler aujourd'hui il y a un appel à proposition qui sera lancé pour un recueil de la conservation. En fait, c'est un document qui va recueillir toutes les lois, les règlements concernant la biodiversité. Et c'est un outil qui permettra aux magistrats d'avoir déjà tous les textes à disposition. Donc nous sommes en train de travailler en ce sens. Mais est-ce que, parlant des magistrats par exemple, je ne pense pas que vous allez vous limiter à la simple formation ou au renforcement des capacités tout court, parce que, vous le savez, les exploitants illicites, ou plutôt les braconniers ou ceux qui exploitent de manière illicite la faune, par moment sont des grands trafiquants qui ont beaucoup de moyens par moment pour des fois soudoyer les juges et pour généralement trancher en leur faveur. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne pouvez pas réfléchir sur, par exemple, chercher comment améliorer les conditions de vie de ces juges-là qui doivent généralement trancher? Les juges, ce sont des agents de l'État. Que l'USAID aujourd'hui paye des agents de l'État, ça irait à l'encontre même de la souveraineté de l'État en question. L'USAID, c'est le gouvernement américain. Le gouvernement américain ne peut pas payer des agents du gouvernement congolais. Ça serait une atteinte même à la souveraineté du gouvernement congolais, parce que c'est un travail de nature régalienne de l'État congolais. On ne peut pas se permettre une telle chose. Donc, oui, il y a des problèmes par rapport à leur situation financière, leur traitement, ce qu'il faut faire, c'est le plaidoyer, mais il faut respecter la souveraineté d'un État. Notre État ne peut pas commencer à payer les agents d'un autre État. Vous devez comprendre que le gouvernement américain et le gouvernement congolais sont au même niveau. Pas un gouvernement qui est au-dessus de l'autre. Mais vous pensez quand même que c'est une nécessité? Oui, c'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui est à la charge du gouvernement congolais. Et je pense que c'est même là un signe de respect vis-à-vis du partenaire qui est le gouvernement congolais, que de ne pas s'immiscer justement dans ce genre d'appui, à moins d'avoir justement à haut niveau une demande express, mais ce n'est pas le travail du gouvernement américain, ni d'ailleurs d'aucun gouvernement, de prendre la place du gouvernement congolais s'agissant de son pouvoir régalien. Pas critiquer le gouvernement, je comprends. Mais est-ce que le gouvernement s'implique également dans cette lutte? Oui, extrêmement, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai parlé, il y a un travail qui se fait à l'Est, notamment avec les éco-gardes. Et comme vous le savez, nous perdons beaucoup d'éco-gardes chaque année. Alors, littéralement, le gouvernement congolais paye le prix du sang pour protéger justement sa biodiversité. Comment peut-on dire d'un gouvernement qui paye le prix du sang qu'elle ne fait rien, puisqu'elle disponibilise les agents et ce sont ces Congolais-là qui meurent pour protéger la forêt. Donc il y a un vrai travail, surtout au niveau de l'ICCN, il y a un vrai travail vraiment qui est fait pour la protection de la nature, notamment avec les éco-gardes, un travail
comment dire, remarquable, et je rends hommage justement à tous ces éco-gardes qui travaillent actuellement pour protéger la biodiversité et qui payent souvent de leur vie. Donc on peut dire que le gouvernement congolais, oui, paye le prix le plus lourd. Nous, ce qu'on paye, c'est le soutien, mais le gouvernement congolais paye le prix du sang, de la vie. Donc, en fait, je suis en train d'insister sur le gouvernement parce qu'il y a pas très longtemps, en 2018, il y a eu un atelier national organisé à Kinshasa sur la lutte contre le braconnage et le commerce illicite des faunes et flores sauvages. Et les participants à ces travaux ont chargé le gouvernement et ils ont invité le gouvernement justement à s'impliquer pour la vulgarisation de la loi et faire respecter la loi au niveau local. oui, c'est justement, c'est là que nous, on intervient justement parce qu'il y a les lois, mais il faut qu'elles soient connues du public, notamment, comme vous avez parlé de la vulgarisation. Mais la vulgarisation, c'est pas seulement le gouvernement congolais. Même vous, les médias, vous avez aussi le devoir de, justement, de vulgariser la loi. Et c'est pour ça qu'on a adopté ce système à l'USAID où ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement de faire cette sensibilisation, c'est aussi la responsabilité des acteurs. C'est pour ça que via ces appels à proposition, on attend des projets de la sorte. On attend que les chaînes de télévision nous disent, bon, voilà, nous, on veut s'engager pour sensibiliser les gens par rapport à la criminalité phonique et au respect de la loi de la chasse et de la conservation de la nature. Les ONG locales peuvent faire la même chose. Donc c'est un travail, comment dire, pas seulement du gouvernement congolais, mais de tout le monde. Parce que dire que voilà, le gouvernement congolais doit faire quelque chose, c'est une façon, comme je dirais, de se décharger. Non, il ne faut pas se décharger. On a des ONG locales qui sont là, on a les communautés qui sont là, on a les entreprises, même Digital Congo, qui est là. Donc, tout le monde doit faire ce travail-là. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est juste un travail de soutien. On soutient déjà le gouvernement congolais, mais on veut élargir cette base de soutien pour que tout le monde puisse faire ce travail. C'est un travail commun. C'est vrai, vous parlez des soutiens, vous parlez des ONG locales et peut-être internationales. Bon, on vous prend tous dans le cadre du partenariat, donc vous êtes les partenaires du gouvernement, mais justement, ce sont les partenaires du gouvernement qui se sont plaints. Oui, justement, vous savez... parce que le gouvernement doit vous protéger également dans ce que vous faites. Le gouvernement nous protège déjà et même on a un soutien total du gouvernement congolais. Parce que je vous dis, le projet de Carpe a commencé depuis 1995, donc ça fait longtemps que l'USAID travaille dans le secteur de l'environnement. Mais juste que cette fois-ci, justement, on a constaté que le travail ne doit pas se limiter au niveau institutionnel. Oui, il y a un travail à faire au niveau institutionnel. Il faut qu'il y ait des permis, par exemple. Les modèles de permis doivent être pris. Ça ne va pas être pris par une ONG, c'est le gouvernement congolais qui doit le faire. On peut le soutenir par rapport à ça. Mais il y a tout un travail de sensibilisation. Et je vous dis que la RDC, hein, c'est un pays post-conflit qui est aussi grand que l'Europe occidentale. Okay? Si je vous donne un exemple, quitter Kinshasa pour arriver à Beni, c'est comme si vous quittez la ville de Nice pour arriver à Varsovie. Là, vous traversez plusieurs pays en Europe. Mais en RDC, vous êtes dans le même pays. Donc vous voyez l'immensité. Et faire une sensibilisation de tout cet espace, ça demande beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, la priorité aujourd'hui pour le gouvernement congolais, c'est la priorité de base. Ça signifie l'eau, l'électricité, les routes. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un appui, et d'un appui pas seulement financier, mais un appui aussi, comment dire, logistique. Par rapport, parce que, qu'on ne se le cache pas, des radios, par exemple, comme le vôtre, Digital Congo, vous avez une couverture nationale. Le fait, par exemple, de faire une émission sur la criminalité phonique permet de conscientiser les gens au niveau national. Donc, quelque part, vous soutenez aussi le gouvernement. Mais vous êtes une entreprise, vous devez aussi être soutenu. Et c'est là que nous, on intervient. Donc, le gouvernement congolais travaille déjà là-dessus et on comprend ces difficultés. Mais on veut aussi élargir ce soutien pour que d'autres acteurs puissent venir soutenir ce gouvernement qui, aujourd'hui, démontre qu'il y a une certaine volonté. Afin de prendre les initiatives, soit les perspectives de l'USAID, dont vous êtes partenaire à travers ces projets, j'aimerais que vous reveniez un peu sur l'actuelle initiative de l'USAID pour justement lutter contre le trafic illicite des espèces sauvages en RDC. Oui, en fait,
cet appel à proposition que nous avons fait, en fait, il y a deux travaux à faire. Il y a des appels à proposition où on attend les projets des acteurs et il y a un travail institutionnel. Donc c'est ce qui est fait actuellement. Oui, il y a un travail institutionnel à faire. Le travail institutionnel consiste notamment à aider pour compléter la loi sur la chasse, à avoir une stratégie nationale sur la criminalité phonique. Nous sommes en train actuellement de discuter avec l'ICCN pour essayer de mettre en place un moyen pour, comment dire, un mécanisme de stockage des ivoires et des pangolins, parce qu'on en saisit beaucoup hein, en RDC, mais il faut un mécanisme de stockage, de contrôle, et on est en train d'aider l'ICCN, donc voilà, des institutions congolaises, le gouvernement directement par rapport à ça. Donc c'est deux volets, à la fois institutionnels et pour les acteurs hors institutionnels par rapport au soutien financier pour qu'ils fassent leur activité et qui permettent de diminuer la pression qu'il y a sur la faune. Donc ce sont ces deux volets que nous sommes en train de travailler actuellement. Et alors quelles sont les perspectives pour finir cette émission? Les perspectives sont bonnes parce qu'on a commencé cet appel à proposition en septembre. Elle vient juste d'être clôturée et nous avons plus de 200 projets qu'on nous a proposés. Donc moi je ne... Par les communautés locales? Par les communautés locales, par les entreprises congolaises, parce qu'il y a aussi des entreprises. Donc nous avons plus de 200 projets que nous sommes en train d'analyser et d'ici septembre, nous allons sélectionner quelques-uns pour financer et débuter justement leur matérialisation sur terrain. Donc moi je suis très optimiste. Je pense que il est temps en fait de faire confiance aux Congolais parce que souvent avec, c'est vrai, les partenaires internationaux, on vient souvent avec des projets préfabriqués. Mais cette fois-ci, avec l'USAID, on s'est dit non, on va faire confiance aux Congolais eux-mêmes. Si on veut combattre la criminalité phonique, faisons confiance aux Congolais. C'est eux qui vont nous proposer des projets. Ce sont les communautés, les ONG locales, les entreprises congolaises qui vont nous proposer des projets parce qu'il n'y a qui de mieux que les Congolais pour savoir comment mieux lutter contre la criminalité phonique en RDC. Donc c'est une nouvelle approche, mais je pense qu'avec toutes les propositions, on a reçu de très bonnes propositions et je pense que ce mécanisme va fonctionner, j'en suis sûr. Merci beaucoup Alain Ikala, à moins que vous ayez un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que je veux que les gens prennent conscience que la RDC est un pays de méga biodiversité. L'un des 10 pays où il y a une méga biodiversité. Ça signifie qu'il y a une profusion d'espèces innombrables et c'est une richesse. Une richesse autant, comment dire, que je considère même plus riche que les minerais, mais qui est aujourd'hui inexploitée, mais que nous devons absolument ne pas perdre. Donc pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent éventuellement en profiter. Parce que vous savez, quand vous êtes à l'étranger, il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour venir en RDC, pour ne serait-ce que voir le bonobo dans son état naturel. Mais pour qu'on puisse avoir cette capacité d'attraction, il faut que le bonobo puisse encore exister, donc il faut le protéger. Donc ce serait ça mon dernier mot. Merci beaucoup Alain Ikala Ingunda. Je rappelle que vous êtes analyste en gouvernance et ressources naturelles. Grand merci en tout cas d'être passé. Je ne pense pas que c'est la dernière fois que vous passez sur Digital Congo. Non, j'espère. Si vous m'invitez, je serai toujours là pour... Nos portes sont grandement ouvertes. Merci à vous d'avoir été des nôtres. La suite au prochain numéro. Au revoir.